Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 6e journée du top 14. Mais avant de commencer, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis pas mal actif en ce moment, que ce soit pour les vidéos analyse du top 14 ou pour des shorts bonus. Ça coûte rien, c'est gratuit et moi ça m'aide grandement. Et bref, place à la vidéo avec le premier match de la journée, à savoir le derby du 64, Pau qui recevait Bayonne. Bon, c'était clairement un match pour la place de leader du championnat. Malheureusement, cette rencontre, elle n'a pas tenu toutes ses promesses, notamment dû aux nombreux blessés bayonnais. Et au-delà de ça, on a quand même une équipe de la section paloise qui devait se rattraper, notamment devant à Toulon, ils n'ont pas été bons. Ça fait plusieurs fois qu'ils sont pas bons, et là, ils sont carrément rattrapés. Ils ont dominé les phases de ruck, ils ont aussi beaucoup utilisé le ballon porté comme arme offensive, et ça a très bien marché, vu qu'il y a 3 essais, Ré, Issa et Delomel de mémoire. Puis derrière, forcément, avec en face Bayonne qui avait une ligne de 3/4 ultra décimée du fait des blessures, il y avait de l'espace et Pau en a profité. Il y a eu plusieurs franchissements, dont 2 notamment de leur ouvreur, qui a permis de marquer des essais. Pau ramène 5 points de cette rencontre, continue son 100% au hameau avec 15 points pris sur 15 possibles. On continue avec le Stade français qui recevait La Rochelle. Sur les 30 premières minutes, il se passe pas grand chose, c'est plutôt le Stade français qui a le ballon, mais on a une La Rochelle hyper résiliente. Elle possède très peu, mais marque dès qu'elle en a besoin. C'est pour ça qu'ils mènent assez logiquement 6-0 parce qu'ils sont hyper pragmatiques que les Rochelais. Mais bon, juste avant la pause, il y aura cet essai de Melikidze qui relance totalement les Parisiens, qui leur permet de tourner à l'avantage à la mi-temps. En deuxième période, on part sur un scénario un peu différent. Le Stade français possède toujours autant, mais cette fois-ci, ils sont plus efficaces, que ce soit grâce aux pénalités avec les coups de pied de Carbonel ou avec l'essai de Dakuaka, le Stade français peut prendre une petite avance. La Rochelle n'est jamais décrochée. Et mentalement, ça se sent parce qu'ils tiennent le ballon à leur tour, ils imposent des séquences et marquent 2 essais grâce à Nignashvili et Jégou. Il y a un point sur lequel La Rochelle a été très mauvais sur ce match, c'est la mêlée. Ils se sont fait totalement tordre par la mêlée parisienne, que ce soit les titulaires comme les remplaçants, et malheureusement, c'est ce qui a causé leur défaite. Une dernière mêlée alors que La Rochelle menait au score qui se fait totalement ouvrir par la mêlée parisienne, et donc forcément, ça met une pénalité qui est convertie par Louis Carbonel et qui permet au Stade français de continuer sa belle dynamique. Ensuite, on va aller à Lyon. Lyon qui recevait la Lanterne Rouge Perpignan. La première mi-temps, elle est cadenassée. Aucune des deux équipes arrive à mettre un jeu en place. Lyon, je le trouve un peu stéréotypé. Ils n'arrivent pas à se libérer et créer des espaces. Les Lyonnais, comme je dis, ils sont stéréotypés. Ils n'arrivent pas trop à briquer cette défense. Et les rares fois où ils peuvent, il y a une situation d'essai de Gabin Laure, mais qui fait en avant dans un but. Et après, Charlie Casson, de même. À Perpignan, on se nourrit des fautes lyonnaises pour marquer des points, notamment grâce au jeu au pied de Tristan Teder, qui a été plutôt efficace face aux Perches. Mais ça reste tout de même fébrile. Ils ont, je trouve, pas réussi à imposer de grandes séquences. Dans l'engagement, ça y était, mais sans plus. L'exemple le plus marquant pour moi de ce match, c'est clairement la possession avant la mi-temps. Perpignan tient le ballon dans les 22 mètres lyonnais, mais n'avance pas. Il y a une bonne défense de Lyon. Et par dépit, un peu, ils vont tenter un drop avec Tristan Teder, sauf qu'ils le ratent complètement. Il n'y avait aucun avantage, donc la mi-temps est sifflée, et Perpignan repart en laissant le score aux Lyonnais. Alors qu'à l'inverse, début de seconde période, Lyon a à peu près une possession similaire, ils tiennent le ballon dans le camp de Perpignan, ils obtiennent un avantage, et c'est là que Berdeux peut tenter le drop, qui lui le réussit. Donc deux équipes qui sont pas autant lucides l'une que l'autre. Lyon est plutôt réaliste, et sait quand taper son drop, quand Perpignan se cherche encore. Et après ça, malheureusement, il y a un peu une déroute du côté de Perpignan. Lyon s'est plus ou moins libéré, attendait plus de choses et a marqué et est allé chercher ce bonus offensif qui devait être pris sur cette rencontre. On continue avec le Racing qui recevait Montpellier. C'est clairement un match entre deux équipes qui sont similaires. On a eu d'abord un gros combat devant, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et je dirais même que c'est plutôt Montpellier qui a dominé, selon moi. Et le problème pour les Montpelliérains, c'est qu'ils ont commis beaucoup de fautes dans cette zone de ruck et de jeu au sol. Le Racing en profite donc, que ce soit pour marquer des pénalités, ou pour avoir des possessions et s'installer dans le camp montpelliérain. Ils arrivent à marquer, ils se détachent pas non plus au score, mais ils prennent l'avantage. Mais clairement, il y a une période qui va faire la différence dans ce match, qui va permettre au Racing de prendre un peu d'avance, c'est clairement l'après-carton rouge de Florian Verhaeghe. Parce que là, le Racing va pouvoir marquer 2 essais en supériorité numérique, et du coup, avoir une petite avance et pouvoir un petit peu être moins tendu. Et malgré tout, Montpellier ne baisse pas les bras, ils reviennent même à 2 points du Racing pour essayer d'aller chercher un bonus défensif, mais malheureusement, ils recraquent sur une faute de défense, qui, du coup, leur enlève ce bonus défensif qui, selon moi, aurait été mérité, et surtout qui aurait dû être pris
par les Montpellier. Enfin, le dernier match du multiplex, c'était Montauban qui recevait Castres. Bon, déjà, la première mi-temps, elle est catastrophique du côté de Montauban. Il y a eu un nombre d'en avant vraiment énormissime, j'avais rarement vu ça. Aucune possession ne durait longtemps, et ce, malgré le fait que Castres a été à 14 pendant 20 minutes après le carton orange de Staniforce. Montauban aurait pu marquer, ils avaient notamment deux actions très chaudes où ils auraient dû marquer et prendre de l'avance, mais il n'en est rien. Alors qu'en face, Castres, pendant cette période où ils étaient un peu dans le mou, ils ont su faire le dos rond et après être sérieux et appliqué pour marquer, et du coup être à la pause avec un avantage, je crois, de 26-7, un truc dans le genre. Mais le problème, c'est qu'en seconde mi-temps, les Castrés, ils ont commencé à être imprécis. Il y avait même un peu de surjeu, à mon goût. Je trouve que des fois, des situations n'étaient pas forcément très limpides. On voulait absolument jouer pour marquer le plus d'essais, mais en face, la défense s'est accrochée, même à 14 après le carton rouge de Tyrone Villiga. Et d'ailleurs, point étonnant, c'est qu'après ce carton rouge, que Montauban se réveille, réussit à plus tenir le ballon, gomme un peu ses imprécisions, et va chercher un bonus défensif qui était totalement inespéré à la mi-temps. Alors oui, je suis d'accord qu'ils auraient pu même ramener la victoire, parce qu'il y a une dernière possession avec une touche qui est ratée, malheureusement. Ça aurait été un peu un hold-up, mais ça aurait pu être le cas, mais je pense que Montauban peut se satisfaire déjà de ce point pris, parce qu'il n'était pas gagné. Le dernier match de samedi, c'était Clermont qui recevait Toulon. Et là, on a eu une première mi-temps de frappe à dingue. Chaque ruck, chaque collision était une guerre vraiment de chaque côté, et mine de rien, ça avait aussi des ambitions offensives, c'était pas qu'une guerre de tranchées. Clairement, ils arrivent à se détacher parce que Toulon a été énormément pénalisé sur cette première mi-temps, je crois que c'est 9 ou 10 de mémoire, et ce qui vient montrer l'exemple en fait de ce que je dis, c'est clairement l'essai de pénalité en début de match. Dans le jeu, je les ai également trouvés plus fluides que les Toulonnais, et ça c'est sur l'ensemble du match, pas que sur la première mi-temps, où pour moi ils ont eu plus d'actions dangereuses, à l'image des essais de Newsom. À Toulon, je trouve qu'on s'est cantonné à utiliser Melvin Jaminet pour essayer d'avancer, que ce soit au pied ou dans le jeu, parce qu'il a percé plusieurs fois l'arrière toulonnais, et ça a été un peu le seul, d'ailleurs, à se battre vraiment. Par contre, il y a quand même un point noir du côté de Clermont, je trouve qu'ils n'ont pas assez profité de leur supériorité numérique, ils ont été à un moment à 15 contre 13 pendant presque 10 minutes, mais ils n'ont marqué qu'un seul essai. À mon sens, ils auraient dû en marquer un autre de plus minimum, parce que ils étaient meilleurs, c'est juste qu'ils sont compliqué la tâche tout seul, en faisant des petites erreurs qui venaient annuler des belles séquences, des belles actions, et qui ne leur permettaient pas d'inscrire un autre essai et d'aller chercher à terme le bonus offensif. Et c'est dommage parce qu'il était à leur portée, à mon sens. Toulon marque sur une de ses rares possessions longues, en tout cas une de ses rares périodes où ils ont tenu le ballon. Et Clermont peut regretter ce point. J'espère pour eux qu'ils ne le regretteront pas en fin de saison. Et enfin, le dernier match, c'est le Stade Toulousain qui recevait l'Union Bordeaux-Bègles. Bon là, que dire du match à part que il n'y a pas eu match. On sent vraiment que les Toulousains, ils avaient envie de se rattraper, un peu comme ce qui s'était passé il y a 15 jours avec la réception du Castres Olympique. Là, ils voulaient se rattraper de la défaite à Bayonne. On a vu un Toulouse qui voulait vraiment jouer debout et retrouver un petit peu ses talents offensifs qui avaient un peu pêché sur les dernières sorties. Là, que ce soit avant comme trois quarts, mais surtout les avant, ça jouait très bien debout. Bon, côté Toulouse, il n'y a pas non plus tout qui a été parfait, parce qu'il y a des situations d'essai qui ne sont pas allées finalement. Je pense à Anthony Gelon en début de match qui fait un en avant juste avant de marquer dans le but, ou à cette action de Teddy Thomas à la fin, qui est décalée mais qui ne capte pas le ballon. Mais bon, pour appuyer aussi leur domination, c'est clairement la conquête qui a été ultra dominante en mêlée, c'était impressionnant. Ils ont roulé sur le paquet d'avant du bébé. Côté UBB, alors oui, ça avait fait tourner, on avait notamment Woki en 8 avec un Vern Taillefer en 7, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse, il y avait la Aragandis, une paire de centres qui était composée d'ailiers, mais bon, on peut pas non plus tout excuser du fait que ça a tourné. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, franchement, dans la copie de l'UBB, que ce soit la défense, évidemment, la défense de Lille, mais aussi la continuité dans le jeu qui était vraiment mauvaise, et c'est clairement à l'image de ce qu'ils ont fait sur leurs deux sorties précédentes au Racing et au Stade Français. Il va falloir qu'ils se réveillent à Perpignan pour ne pas relancer une équipe dans le doute. On passe maintenant au top et au flop. Top, j'ai commencé par Joe Simmons, l'ouvreur palois. Déjà, son jeu au pied a été hyper important et surtout hyper efficace. Bon, au but, il loupe 2 transformations, mais sinon, dans l'ensemble, il a été impressionnant. Il marque 22 points, il fait 2 franchissements, c'est celui qui a le plus franchi du match, et il y a son essai, un franchissement qui amène l'essai de Grégoire Arfeuil. Deuxième top, j'ai parlé d'Anthony Gelon. Je l'ai trouvé vraiment, comme à son habitude, dur au mal. Il a été vraiment solide à l'impact, à l'image de son essai où il a 3 ou 4 bordelais sur lui, plus des coéquipiers, mais il arrive à se détacher pour marquer son essai, ça a été une marmule, et surtout, comme je l'ai dit, il a fait partie de ces avants qui ont permis de continuer de jouer debout et d'avoir de la fluidité dans le jeu. Et enfin, le dernier top, c'est Joshua Tuisova. Ça a été clairement un facilitateur de jeu, un accélérateur de jeu,
il amène 2 essais en fin de rencontre, et ça se voit que sa puissance et son dynamisme ont beaucoup manqué au Racing quand lui était en méforme ou qu'il était blessé. En flop, j'ai parlé de Tyrone Vihiga, que c'est clairement un attentat caractérisé, enfin je veux dire, c'est une situation un peu lunaire où il vient faire un épaule-tête dans la tête de Florent Vanderberg, et il le regarde un peu comme s'il était au football américain. Le deuxième flop, c'est Matteo Garcia, le joueur toulonnais. Alors, il n'a pas non plus fait un match catastrophique, mais je l'ai trouvé vraiment trop neutre dans le jeu toulonnais, même voire hésitant à certains moments. Et surtout, quand on avait un Jaminet qui s'occupait à peu près de tout, lui, il servait à pas grand-chose sur ce match, j'ai trouvé. Et enfin, le dernier flop, c'est Reda Wardi. Je trouve qu'en ce moment, il a clairement du mal à retrouver son niveau qui était le sien quand il était en équipe de France. Là, il s'est fait totalement ouvrir par Giorgi Melikidze en mêlée, à l'image de cette dernière mêlée, en fait, où il se fait totalement défoncer, et il permet pas à La Rochelle de repartir avec la victoire. Au classement, on a du coup 3 équipes qui sont co-leaders avec le Stade Toulousain, la section paloise et le Stade Français qui sont à 19 points, ça reste toujours aussi serré. Et en bas, il y a toujours Perpignan et Montauban qui sont à respectivement 0 et 3 points. Pour ce qui est des pronos, on a d'abord Bayonne qui reçoit Clermont, ça peut être vraiment un match électrique. Bayonne a beaucoup de blessés, Clermont je les sens bien, en ce moment ils sont sur une bonne dynamique, et c'est pourquoi je vais tenter la victoire à l'extérieur de Clermont, mais sur un match très serré avec un bonus pour Bayonne. Castres reçoit le Stade Français, à Castres il y a du mieux, c'était pas une très belle victoire à Montauban, mais mine de rien ça fait 2 victoires d'affilée après celle contre le Racing, et je les vois enchaîner face au Stade Français. Montpellier reçoit Lyon, Lyon qui n'a pas non plus convaincu sur sa performance face à Perpignan, Montpellier qui aurait pu gagner au Racing s'ils avaient été à 15 tout le long, donc je vois Montpellier gagner que face à Lyon. La Rochelle reçoit Montauban, pour moi ça va être une victoire avec bonus offensif des Rochelais. Perpignan reçoit l'UBB, ça c'est un match vraiment compliqué à pronostiquer parce que l'UBB à l'extérieur on a vu ce que ça a donné, Perpignan n'a toujours aucun point, et c'est pour ça que je vais aller sur le match nul. Au Stade Toulousain, ça va être un vrai test de caractère pour les Palois, que je vois gagner face à Toulouse, mais ce sera très serré. Et enfin, Toulon reçoit le Racing, et pour moi ce sera une victoire des Toulonnais, avec le bonus offensif. Bref, cette vidéo est à présent terminée. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à activer la cloche, m'écrire un commentaire et mettre un like. C'est des petits gestes qui m'aident beaucoup. Aussi, suivez-moi sur Instagram et sur TikTok. Je poste pas mal de petites capsules, notamment extraites de ces vidéos, mais aussi des contenus exclusifs. C'est @bourrichon.tv. Enfin bref, c'était Bourrichon. Ciao, ciao.